Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Génération Laudato Si, l'émission qui vous parle d'écologie intégrale et des défis d'aujourd'hui. Dans ce nouvel épisode, nous allons parler ensemble de l'or bleu, cette ressource que nous avons longtemps pensée inépuisable et dont nous venons aujourd'hui à manquer. Actuellement, entre 2 et 3 milliards de personnes souffrent de pénurie d'eau chaque année. Il n'est donc pas exagéré de parler de crise mondiale de l'eau. Dans une approche chrétienne de la crise écologique et sociale, nous allons nous interroger ensemble sur notre rapport à la consommation d'eau. Peut-on développer un rapport à l'eau plus juste et plus fraternel, comme nous y invite le pape François dans son encyclique Laudato Si? On va aller décortiquer tout ça ensemble avec Marine Saint-Zin et David Nesbaumer, ici au domaine des Courmettes dans les Alpes-Maritimes. Je vais les retrouver tout de suite, c'est parti. Salut David, salut Marine. Salut Claire. Merci d'être avec nous pour cet épisode. Toi David, tu es directeur du domaine des Courmettes. Oui, je travaille et j'habite ici avec ma famille. Et avec l'association Arocha, on a 2 missions aux Courmettes: préserver la biodiversité et sensibiliser tout public qui passe par ce lieu. Ok, toi Marine, tu es journaliste? Oui, à Marseille, je travaille pour la radio RCF où j'anime notamment l'émission Comme une planète qui traite d'écologie intégrale. Top. Alors toi David, pourquoi tu es venu avec un grand verre d'eau dans les mains aujourd'hui? J'ai pris ce grand verre que j'ai peu rempli pour nous rappeler la situation de sécheresse qu'on a vécue en 2022 et en été 2023 en Europe. Oui, bon, on va en parler un peu plus tard dans l'émission. Toi Marine, qu'est-ce que tu nous as apporté aujourd'hui? Alors moi, je vous ai ramené une petite surprise. Est-ce que vous savez ce que c'est? Non, explique-nous. Alors c'est tout simplement un seau à aspersion. Ouais. Normalement, il y a de l'eau dedans, même de l'eau bénite. Et en fait, le prêtre s'en sert pour asperger les fidèles, notamment dans le temps pascal, mais aussi pour les enterrements, par exemple. Et j'ai choisi cet objet pour symboliser l'eau qui est très présente dans toute la Bible et la liturgie chrétienne. Alors la question de l'eau dans la Bible, on va en reparler. La question des sécheresses aussi. Moi, quand je pense à sécheresse, je pense à cycle de l'eau. On l'a appris quand on était enfant à l'école, mais ça remonte à loin pour certains d'entre nous. Est-ce qu'on peut se le refaire là un peu rapidement ensemble? Moi, je me rappelle d'un nuage Ouais. d'où tout circulait un petit peu. Il y avait une évaporation. Oui, c'est ça. Alors, on parle d'évaporation Ouais. pour ce qui vient des surfaces terrestres et marines, De la mer, et puis océan. de la transpiration des végétaux. Ok, après ça se condense dans les nuages, c'est ça? Ça va dans l'atmosphère, oui. Dans l'atmosphère, et ça retombe... Il pleut ensuite. Ouais. Il pleut, il neige, il grêle sous forme de précipitation, ça retombe. Ouais. D'accord. Et malheureusement, ce cycle de l'eau est perturbé aujourd'hui. On en parle dans cette émission. C'est parti. Le monde a de plus en plus soif. Selon une récente étude d'un groupe d'experts sur l'eau aux Nations Unies, la moitié des pays du monde souffriront de pénurie d'eau d'ici à 2050. Ce problème de l'eau nous concerne tous. Et pour nous rendre compte de son ampleur, nous allons faire un tour ici, au domaine des Courmettes, où la source d'eau était à sec cet été. Cette source d'eau qui sert à la vie quotidienne, aux plantes, aux animaux. Regardez ce reportage de Samuel Guiton. Nous sommes ici sur une des mares du domaine des Courmettes. Le domaine des Courmettes est alimenté par une source souterraine. Donc nous dépendons essentiellement de l'eau naturelle, donc de l'eau de pluie. On peut suivre ce niveau d'eau par 2 moyens. Cette mare nous aide par son niveau, à savoir si l'eau est suffisante sur le domaine, mais aussi par un regard avec un captage où on voit directement du coup la source qui afflue. On peut suivre son niveau et ainsi avoir un indicateur du niveau d'eau disponible sur le domaine. Là, on est au tout début de l'été et la mare est vide, quasiment. On sait qu'on est dans une situation préoccupante en termes de disponibilité d'eau. Et bien qu'on fasse globalement très attention tout au long de l'année, étant donné que c'est une denrée qui est précieuse, l'été peut être particulièrement compliqué. Et c'est le cas cette année. Cette mare est un exemple de ce manque d'eau. Les différentes grenouilles et autres viennent pondre et puis les têtards se retrouvent dans des petites flaques qui malheureusement, s'il manque d'eau, s'appauvrissent et les têtards ne peuvent pas se déplacer. Et sans eau, il n'y a pas de fleurs, et sans fleurs, il n'y a pas de papillons. Et les différents insectes vont souffrir ou mourir avant la fin de l'été. Les 7-8 dernières années, on a eu beaucoup d'eau. Donc on avait cette impression que l'eau était inépuisable au domaine, et donc une denrée à volonté.
Et ces 2 dernières années, on vit les sécheresses et on vit ce manque d'eau. Et on se rend compte que si, elle est épuisable. Et donc, c'est un sujet de préoccupation pour l'équipe tout au long de l'année. C'est important pour nous de faire notre part, mais aussi d'avoir en tête que nous ne sommes pas le centre de ce besoin d'eau. Les habitants humains des Courmettes ont besoin d'eau, mais les habitants non humains des Courmettes aussi. Ok David, on voit que vous avez beaucoup manqué d'eau cet été au domaine des Courmettes. Toi, quand est-ce que tu as eu un déclic? Est-ce qu'il y a un moment où tu as compris, tu t'es dit, là vraiment l'eau en fait n'est pas une ressource inépuisable? C'est vraiment l'année dernière, en fait, en 2022. Ouais. Parce que quand je suis arrivé ici aux Courmettes en 2015, il y avait de l'eau qui coulait toute l'année. Ouais. On a un trop-plein sur la source. Ça coule, ça coule, ça coule. Et donc je disais à tout le monde, ça ne sert à rien d'économiser l'eau froide. Ok. Parce que l'eau chaude, il y a de l'énergie pour la chauffer. Ouais. Mais l'eau froide, franchement, elle repart dans la nature, quoi. Ok. Par contre, 2022, là, on est confronté à, tout d'un coup, on a moins d'eau qui arrive que ce qu'on consomme. Ok. Et changement de paradigme, qu'est-ce qu'on fait? L'eau devient quelque chose de précieux Ouais. qu'il faut économiser. Et on a vraiment dû se mettre en route l'année dernière. Donc c'est là que collectivement même vous êtes rendu compte de ce stress hydrique. Oui, en tout cas, c'est là vraiment qu'on l'a vu. Alors je sais intellectuellement qu'il y a plein de pays dans le monde où c'est le cas depuis des années et des années. Mais là, vraiment, c'était la première fois pour nous où on avait besoin de limiter nos douches, de faire attention, enfin même de ne pas forcément toujours tirer la chasse après être allé aux toilettes. C'était vraiment quelque chose qui a marqué collectivement l'équipe pendant tout l'été l'année passée et puis cet été de nouveau. Qui devenait très concret dans le quotidien en fait. C'est ça. Oui. Toi Marine, tu viens de Marseille dans les Bouches-du-Rhône, une région très sèche et pourtant vous avez eu des énormes inondations ces derniers mois, début d'année si je me trompe? Oui, c'était sur l'année 2022-2023 et c'est vrai que c'est impressionnant parce que comme tu le dis, c'est un pays qui est très sec. Alors, moi je viens de Bretagne à la base donc j'ai plus l'habitude de voir la pluie. Là c'est un pays extrêmement sec, on sort le parapluie très très rarement mais quand on le sort c'est pas pour rien. On a souvent et de plus en plus des épisodes cévenols comme on dit, et c'est-à-dire que ça pleut énormément, il y a des inondations. On a vu le Vieux-Port complètement inondé. Et puis Marseille, c'est une ville qui n'est pas du tout adaptée à ça. Donc il y avait des courants d'eau dans les rues. C'était hyper impressionnant. On se rend compte effectivement de ces perturbations de plus en plus intenses qui touchent même dans les pays chauds, entre guillemets. Et David, qu'est-ce que ça veut dire ce cycle de l'eau perturbé en fait, dont on parle? Ouais, c'est ce qu'on disait en fait que donc l'eau, c'est un cycle. Il y a l'évapotranspiration, ça monte et puis après ça redescend sur Terre sous forme de précipitation. Okay. Et c'est un cycle qui évolue naturellement depuis des millions d'années, des milliards d'années. Ça, c'est pas trop dur à comprendre. Ça va. Ouais. La façon dont nous, on perturbe le cycle, c'est que d'une part, par le changement climatique, l'augmentation de la température fait que l'atmosphère est capable de contenir plus d'eau. Et donc, du coup, quand il y a des précipitations, elles sont plus intenses. Mais il y a aussi plus d'évaporation et de transpiration dans les végétaux, qui fait que là où c'est sec, c'est très sec. Okay. Et je pense que c'est ça qui est une idée vraiment clé pour tout le monde de bien saisir, c'est que l'eau, elle peut être très abondante localement à un endroit avec des inondations, des orages violents, et en même temps, à un autre endroit, ça peut être très sec, on peut être dans une pénurie d'eau totale. Et donc il y a cette dimension spatiale, et il y a aussi cette dimension temporelle, avec un climat chez nous qui devient de plus en plus comme la mousson, avec une saison des pluies et une saison sèche. Mais par contre, dans les pays où ils vivent déjà ce genre de scénario, ça devient bien plus extrême. Justement, je vous propose qu'on aille faire un tour en Inde à présent. Plusieurs États du pays souffrent chaque année de très fortes inondations. Si les causes de ces inondations sont bien naturelles, elles sont aggravées par l'activité humaine. Écoutez, le docteur James, il est hydrologue à l'université de Coimbatore. Il nous explique un peu tout ce qui se passe actuellement dans plusieurs États du pays. Écoutez. In this particular year, 2023, we had a disastrous flood in Assam. Assam is in northeast India. And not only in Assam, nearby states. This is mainly because of a large river called Brahmaputra, which had a flood. And what happened was that this drowned 80% of the Kasiranka National Park, where you got
1,500 Renaults. And this deep depression is one natural cause. Apart from that, there are other causes also. For example, in Mumbai, they did not have proper drainages. And plus, many people are living in the floodplains because 800 and more people per square kilometer of area, you can imagine it. And the reservoirs were not properly operated also. The intensity of floods could have been brought down if the reservoirs were properly. If you ask me, the unplanned urban areas are mainly responsible for the death of people and the destruction of infrastructure. Ce qui est marquant là dans ces images, c'est ces inondations complètement folles en fait, dont les hommes sont en partie responsables, David. Complètement. Il souligne bien que ce qui est responsable des morts et de la destruction des infrastructures, c'est la densité de population et la mauvaise planification urbaine. Okay. Et on est là sur des enjeux en fait où, dans des pays comme l'Inde qui connaissent un développement très fort en ce moment, dans les villes et autour des villes, les populations affluent et les infrastructures ne sont pas en place pour pouvoir faire face aux besoins de la population. Oui, ok, il y a cette mauvaise planification dont tu parles. Il y a aussi pas mal d'industries qui sont délocalisées en Inde aujourd'hui, le textile ou le pharmaceutique. Toutes ces industries ont un impact sur l'eau, sur la pollution de l'eau. Complètement. Ouais. Donc là, ce qu'on voit, c'est effectivement une situation où il y a trop d'eau, mais on a aussi beaucoup de problèmes dans ces villes immenses d'alimentation en eau potable. Fournir de l'eau de qualité à tant de personnes, c'est un défi non seulement sur la quantité, mais aussi sur la qualité, parce que justement, il y a ces industries qui polluent les cours d'eau et les nappes phréatiques, d'où on tire l'eau pour la population. Ok. Et puis, si je comprends bien, il y a aussi cette question de croissance démographique. Il y a un stock d'eau qui est plus ou moins le même, mais pour plus d'habitants. Donc en fait, la ressource en eau diminue aujourd'hui. C'est ça. Alors, vu qu'il y a plus d'habitants, la quantité d'eau disponible par habitant, elle diminue. Ouais. Et puis, il y a le fait que quand on consomme de l'eau, notamment dans les nappes souterraines, on diminue la ressource en eau disponible, puisque cette eau qu'on consomme, on ne la rend pas sous forme d'eau douce, mais elle va plutôt terminer dans les océans. Puis cette eau, on ne l'utilise pas tous de la même manière. Marine, le pape François, il parle de l'accaparement de cette ressource. Oui, alors le pape François, il est assez sévère, mais aussi assez lucide sur cet état de l'eau. Alors il dit par exemple dans l'encyclique, tandis que la qualité de l'eau disponible se détériore constamment, il y a une tendance croissante à certains endroits à privatiser cette ressource limitée, transformée en marchandise sujette aux lois du marché. Donc c'est ce que tu disais un petit peu pour l'industrie. C'est aussi le cas, je pense, au niveau individuel, le fait de croire que c'est une ressource illimitée, de l'utiliser pour ses propres besoins. Ça a ses limites et on ne se rend pas forcément compte à son propre niveau, en fait. Et le pape a quand même des mots très forts, je trouve. Oui, alors il parle de pollution, il parle de mauvaise répartition de l'eau, de pénurie, et évidemment qui affecte, comme très souvent, les plus pauvres. Il cite notamment l'Afrique, avec des pays qui sont en très grave stress hydrique. Et il y a aussi une mauvaise répartition de l'eau que le pape brocarde, que ce soit au niveau mondial, mais aussi dans certains pays où parfois l'eau est très abondante pour certains et très manquante pour d'autres. Et Marine, le pape considère aussi que l'eau est un droit fondamental, en fait. Oui, alors il le précise encore dans cette encyclique. Il dit que l'accès à l'eau potable et sûre est un droit humain primordial, fondamental et universel, parce qu'il détermine la survie des personnes et par conséquent, il est une condition pour l'exercice des autres droits humains. Alors on a essayé de réfléchir pour vous à quoi pourrait ressembler le monde de demain sans eau. On en parle tout de suite. David, est-ce que tu peux essayer de nous donner des clés de compréhension sur le monde de demain ? Qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on ne sait pas quant à notre rapport à l'eau ? Effectivement, la situation est déjà dramatique. Et en plus, ce qu'on sait, c'est que ça va s'aggraver. Alors, si on prend un exemple, on a parlé tout à l'heure du pompage dans les nappes souterraines. Ouais. On pompe verticalement. Mais en fait, sur la nappe, ça a un impact pas seulement comme ça, mais vraiment comme ça. Le niveau de la nappe diminue. Et il y a une sorte de gradient comme ça. Okay. Et donc ça fait que sur un rayon important aux alentours, ça peut être des centaines de mètres, voire des kilomètres, et le niveau de la nappe souterraine qui est disponible pour les sols et pour la végétation, il diminue. Si on imagine qu'à un endroit, parce que la population augmente, on pompe davantage, et ce cône augmente encore. Donc il y a un assèchement des sols
Exactement. Au-dessus de Sur ce les- cône. Exactement. Ok, ouais. Et donc ça, c'est juste un exemple pour expliquer en quoi ça va être plus grave, non seulement pour les populations, puisque on diminue encore la ressource qui est disponible, mais ça aura un impact aussi sur tous les sols autour, sur la biodiversité, la végétation. Et du coup, ça va aggraver encore le phénomène de sécheresse et un cercle vicieux avec encore davantage de problèmes de sécheresse localement. Ok, tu parles des populations d'où? Qui est-ce qui est touché là en ce moment, quand tu parles de ça? Alors, nous, on a l'impression d'être touchés en Europe. On a passé un été un peu plus chaud. Certains endroits, il y avait des restrictions d'arrosage. Ouais. Mais il y a des pays qui, depuis des années et des années, n'ont pas l'eau. Enfin, ils ne pourraient même pas envisager de remplir une piscine. C'est complètement incongru. Mhm. Et ben, c'est ces populations-là qui sont déjà en pénurie d'eau, qui vont encore plus le sentir, plus le vivre, bien avant que nous, on soit à un stade où on manque vraiment d'eau par rapport à nos besoins réels. David, tout ça, c'est des choses qu'on aurait pu voir venir depuis ces dernières décennies. Comment on en est arrivé là, à un tel point de stress hydrique, de gravité? C'est intéressant parce qu'il y a ce livre d'une journaliste qui s'appelle Erika Geis qui a écrit Water Always Wins, l'eau gagne toujours. Et en fait, son idée principale, c'est qu'on a essayé pendant des années et des années de contrôler l'eau en créant des barrages, en drainant les zones humides. On a perdu 87% des zones humides depuis 1700. Énorme, énorme. Et en fait, avec cette idée qu'on pouvait contrôler l'eau pour irriguer, pour subvenir à nos besoins. Oui. Mais elle dit que finalement, l'eau, elle va toujours là où elle veut, et que c'est ça aussi qui crée les inondations et les sécheresses, puisqu'il y a des endroits où on a retiré l'eau qui devrait y être. Et finalement, ce livre montre bien qu'on a cru qu'on pouvait dompter les éléments. Mais voilà, la situation, le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est que notre contrôle, il est faux et que l'eau gagne toujours. Oui. Sur cette question de l'eau, justement, Marine, l'eau est très présente dans la Bible, dans la Genèse, dans la création. L'eau, c'est synonyme de vie? Alors c'est synonyme de vie, oui, mais aussi de mort. L'eau a vraiment un rôle ambivalent et assez assumé. Alors tu le disais, oui, l'eau c'est la vie, c'est l'élément primordial, fondamental dans la Genèse, quand Dieu sépare la terre des eaux. Dans le Nouveau Testament, on peut aussi penser au baptême de Jésus, au lavement des pieds. Il y a aussi l'Apocalypse avec la Jérusalem céleste et les fleuves qui donnent la vie en abondance. Donc ça, c'est quand même assez connu comme référentiel. Mais il y a aussi l'eau, symbole de mort. Il y a le déluge, on parlait des inondations en Inde, ça fait penser un petit peu à ça quand même. Il y a aussi la traversée de la mer Rouge qui se referme ensuite sur les Égyptiens. Donc il y a vraiment cette ambivalence. Et en fait, à vous entendre, il y a aussi ça qui existe aujourd'hui. On voit bien que l'eau peut être synonyme de mort, mais aussi de vie avec la pluie dont on a tous besoin pour irriguer les plantes et les cultures. Est-ce que le pape François peut nous aider avec Laudato Si sur ce nouveau lien à développer spirituellement même? Oui, alors le pape appelle vraiment à des attitudes un peu de sursaut et de réveil. Il y a vraiment une idée qu'il développe de partage de l'eau pour que ce soit plus équitable entre tous les habitants de la planète. Une responsabilité aussi à avoir quant au gaspillage de l'eau. Il dit que pour lui, c'est une question avant tout éducative et culturelle. Donc quelque part, pas d'excuses, tout le monde est concerné. Oui. Et puis, il en appelle aussi au fait de s'informer, voire de militer. On en parlait, ces grandes entreprises qui ne sont pas forcément vertueuses, qui déversent des détergents, des produits chimiques dans les eaux et les rivières. En fait, le consommateur peut aussi s'informer et consommer ou pas ces produits pour choisir de les favoriser ou pas. Et en tant que chrétien, est-ce qu'il y a des petites pistes au quotidien qu'on peut s'approprier pour essayer de développer ce nouveau rapport à l'eau? Oui, alors on en parlait, ce côté un peu rapport à l'eau, un peu magique sur un robinet. L'idée, c'est peut-être de s'en défaire un peu pour retrouver un côté émerveillement, comme saint François d'Assise qui parlait de sa sœur eau. Et par exemple, on peut aller près d'un point d'eau proche de chez soi. Ça peut être un lac, une rivière ou la mer, si on a la chance de vivre au bord de la mer. Et peut-être prier sur l'un des textes que j'ai mentionné tout à l'heure pour voir comment ça résonne et comment concrètement dans sa vie, on peut prendre plus soin de cette ressource commune et limitée. Je trouve ça très beau, Marine. Et justement, ce nouveau rapport à l'eau peut nous pousser à avoir des petits gestes du quotidien plus attentifs à notre consommation. On en parle tout de suite. On retrouve maintenant tout de suite Alicia qui nous explique ce qu'elle et son équipe ont fait pour s'adapter dans cette situation de stress hydrique ici au Courmette. Regardez.
Étant donné qu'on a cette ressource en eau qui est réduite, on met en place tout un tas de moyens et de mécanismes pour réduire notre consommation. On garde toute l'eau de cuisson des pâtes, du riz, de lavage des légumes. On va tirer la chasse très rarement, essayer d'aller dans la nature aussi. C'est prendre sa douche seulement tous les 3 ou 4 jours ou à l'aide d'un gant avec un tout petit peu d'eau dans une bassine. À partir du moment où on sait qu'on ne va plus avoir d'eau pour boire et puis pour vivre, ça devient complètement naturel de faire tous ces efforts-là. On demande donc à nos clients et à nos visiteurs d'être sensibles à la chose, mais on ne va pas leur demander la même vigilance que nous. L'idée, c'est de sensibiliser notre public au fait que cette eau, elle n'est pas illimitée. Et ce n'est pas parce qu'elle arrive par le robinet qu'elle tombera toujours et qu'elle sera toujours dans nos verres. Par exemple, notamment à la fin des mariages, quand ils ont fini de laver le sol avec de l'eau claire, on la stocke dans un grand contenant. Et cette eau-là, elle va servir justement à arroser les différentes plantes qui risqueraient de mourir pendant la période de sécheresse. À partir du moment où il n'y a plus le captage chez nous, il n'y a plus d'eau. Et ce n'est pas le cas de la plupart des Français. Et donc, c'est de discuter de ce sujet et de les sensibiliser en leur expliquant que c'est pas parce qu'elle est là qu'on doit en surabuser. Notamment en pensant plus global à tous les pays et toutes les régions qui n'ont pas cette chance-là d'avoir assez d'eau pour se laver et pour faire des vaisselles bien hygiéniques, etc. C'est important de parler de ces sujets-là. Ouais, David, c'est très sympa quand on le voit comme ça au domaine des courmettes, ces éco-gestes, mais est-ce que c'est vraiment suffisant vu les enjeux auxquels on est confronté aujourd'hui? Alors oui, localement, ça a un impact parce qu'on a réussi à diviser notre consommation d'eau par 3. Mais par contre, tu as raison qu'il faut aller plus loin que ça, Ah oui. parce qu'aujourd'hui, on estime que là où il y a le plus de consommation d'eau, c'est dans le domaine de l'agriculture. À peu près 70% de la ressource en eau est consommée là. Dans le domaine industriel, à peu près 20%, et le reste, dont notre consommation, à peu près 10%. Ça ne suffit pas de juste récupérer l'eau des légumes. Ok, donc il y a ces éco-gestes, il faut changer d'échelle aussi. C'est ça. Donc, il faut qu'on repense à la manière dont l'eau s'écoule, la manière dont l'eau circule dans nos villes, dans les campagnes. Et si on reprend ce livre Water Always Wins, elle suggère qu'un des problèmes, c'est qu'on n'a plus d'endroits où l'eau peut aller lentement. Elle parle de ces zones de slow water, l'eau lente, qui permettent en fait à l'eau de s'infiltrer dans le sol, de recharger les nappes phréatiques et donc de réalimenter ces ressources dont on parlait tout à l'heure. Même on le voit bien à Marseille où, comme je le disais, les problèmes d'inondation où en fait, dès qu'il pleut, ça se déverse et il n'y a pas du tout d'endroit où ça peut être contenu. Même les parcs souvent sont vraiment rasés à ras, donc il n'y a pas d'endroit où l'eau peut vraiment s'infiltrer et être absorbée et rester sur place. Exactement, il faut repenser dans notre planification où est-ce que l'eau va aller quand elle va arriver comme ça après un orage en abondance. Ok, et est-ce qu'au niveau très local, est-ce que Marine, tu conseillerais par exemple de rejoindre des collectifs, de participer à des manifestations quand ça se présente dans sa ville? David aussi. Est-ce que c'est des choses aussi, des actions très concrètes qui peuvent nous permettre d'agir, nous, quand on est derrière notre écran, pour dire on a un impact et en fait notre action change quelque chose? Je pense que ça rejoint ce que tu disais sur l'échelle, c'est-à-dire que je pense que oui, il faut manifester, c'est très important de pouvoir exprimer son point de vue de manière collective pour aussi avoir de la force et sentir ça, mais ça n'empêche pas qu'au quotidien, alors même si on est en ville dans un appartement, faire les efforts de limiter le temps de sa douche, se dire que l'eau n'est pas magique, même si c'est moins visible qu'aux courmettes, je pense. Ok. Mais écoutez, merci beaucoup David, Marine. On va à présent écouter vos témoignages. Vous êtes la génération Laudato Si et la préservation de l'eau, ça vous parle? Écoutez. Bonjour, alors nous on se présente, moi c'est Anne. Et moi c'est Clémence. Et nous sommes chefs louveteaux au Scout unitaire de France. Donc pendant l'été, nous partons encore pendant une semaine avec 20 louveteaux de 8 à 12 ans. Et nous utilisons l'eau principalement lors de la douche, de la vaisselle, de la préparation des repas et bien évidemment pour s'hydrater. Ce qui est un peu compliqué pendant le camp, c'est parfois de faire comprendre aux louveteaux que l'eau n'est pas un bien inépuisable et qu'au contraire il faut vraiment la préserver chacun à son échelle.
Nous remarquons au fur et à mesure des jours du camp qu'ils arrivent à prendre en compte nos conseils pour essayer de mieux économiser l'eau et de ne pas la gaspiller. Et nous espérons que tous ces conseils donnés pendant le camp, ils les mettront en application chez eux à la maison. Salut, moi je suis ingénieur et militant écolo et j'étais en mars dernier à la manifestation contre les méga-bassines à Sainte-Soline. Pour moi, la préservation de l'eau et de l'eau comme un bien commun, c'est un combat primordial. Au vu du dérèglement climatique, l'eau est une ressource dont nous aurons besoin et ça me semble nécessaire de réfléchir à la gestion de l'eau de manière démocratique et commune. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour cet épisode sur l'eau. Et moi, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode de Génération Laudato Si.